Lorsqu'on vous dit que seul le ciel doit être votre limite, vous avez tendance à cligner des yeux et à regarder autour de vous pour essayer de comprendre la notion comment est-ce que le ciel peut être notre limite. Et si je vous disais qu'il y a des personnes pour lesquelles le ciel n'est que le début, comment réagirez-vous? Et si je vous invitais à faire partie de ces personnes qui sont instoppables, inarrêtables, qui ne reculent devant rien et qui ont pris la ferme assurance que même lorsqu'elles vont tomber, elles vont se relever et avancer. Est-ce que vous direz oui? Si vous êtes prêts ou si vous hésitez encore, je vous invite plutôt à suivre cette autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire, pour découvrir l'histoire d'Unstoppable, l'histoire de Flore Ndinou, épouse Len, qui nous fait l'honneur de sa présence ici, sur ce plateau, pour une nouvelle aventure. Salut à tous, installez-vous très confortablement et surtout n'oubliez pas de partager cette émission avec des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous savez passer par des moments de challenge et je suis sûre qu'au bout, on sera tous unstoppable comme Flore. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Linda, merci encore. Merci. Merci d'être là. Je suis honorée. Et il y a beaucoup de personnes qui ont envie de savoir ce que tu as partagé avec nous, mais on va commencer par le début. D'accord. Qui es-tu? Que fais-tu? Et surtout, parle-nous de ton appel. Alors, je suis Flore. Je suis Flore. À l'état civil, je suis Dematio Guylaine Flore, épouse Len. Je suis l'épouse du révérend pasteur Len Maxime Thibault. Je suis chrétienne. Je suis enfant de Dieu. Je suis chantre. Je suis chantre. On a droit à une chanson. Ah, bien évidemment. Moi, j'aime. Je suis chantre, je suis conférencière, je suis motivatrice, je suis professeure de lycée d'enseignement technique. Wow. Je suis affectée au lycée technique bilingue de Douala Aqua. Je suis doctorante. Oh! Je suis doctorante en ressources humaines et entrepreneuriat. Encore? Oui. J'aime le tarot. J'aime le tarot jaune. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors, pour résumer, je suis mère. Je suis mère, je suis épouse. Je suis également auteur. Je suis également auteur d'un livre intitulé « De la religion à la relation ». Wow, super intéressant. De la religion à la relation. Donc, je suis Flore Len. Et je crois qu'on a oublié le côté fondation, association. Oui, association Unstoppable. Je suis la promotrice du concept Unstoppable with G. G qui représente Jesus. Parce que les gens s'arrêtent juste à Unstoppable. Mais c'est Unstoppable with G. D'accord. En tout cas, bienvenue. Ça nous fait beaucoup de bonheur de t'avoir ici. Et après cette belle présentation, je comprends qu'on a une vraie femme vertueuse devant nous. Parce qu'il faut rappeler, beaucoup de femmes ont peur de dire que je fais ci, je fais ça, ou de cumuler tellement de casquettes. Pourtant, à l'origine, on a été créé comme ça. Faites pour impacter, mais faites pour impacter à grande échelle. Moi, je suis impressionnée en tout cas, et j'ai hâte d'écouter ton histoire. L'histoire de Unstoppable. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y en a qui se sont mis des limites, il y en a qui n'ont pas de limites, il y en a qui pensent encore et qui réfléchissent encore à est-ce qu'on aura une limite, ou alors quelles sont mes limites dans la vie. Du coup, moi, j'ai envie de te demander là tout de suite, Unstoppable, pourquoi? Alors, merci encore. Je commencerai déjà par répondre à la question de savoir pourquoi je fais cette étude. Donc, j'étale toutes ces caractéristiques. Déjà, de prime abord, je n'étais pas qualifiée. En fait, le monde a voulu me faire croire que je n'étais pas qualifiée, que je ne valais rien, que je n'étais rien. Je ne méritais même pas d'être femme. Oui, je ne méritais même pas d'être femme. Je viens déjà d'une famille recomposée. D'accord. Je viens d'une famille recomposée. Ça, c'est la naissance d'Unstoppable. Je viens d'une famille recomposée dans laquelle il y a eu beaucoup de challenges. Il y a eu beaucoup de challenges. Alors, pour lever la tête de l'eau, il fallait soit adopter la facilité, soit se compromettre, soit décider d'affronter ses peurs et d'avancer. Alors, venant d'une famille comme ça, sans papa, sa maman maman a eu un souci et maman n'est pas restée avec nous, je me suis retrouvée en train de vivre dans la rue. Je me suis retrouvée en train de vivre dans la rue, là, j'avoisinais. J'étais dans 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Alors, dans cette rue, j'ai appris dans le tas. J'ai appris dans le tas
Ce n'était pas facile. À mes 14 ans, je suis en 3e. À 13 ans, je suis en 4e. Et là, on crée la société Isacam. Isacam, il y a une zone au niveau de la décharge. Isacam, je fais partie des personnes qui étaient nourries par la décharge Isacam. Oui. Et un soir, je me suis assise. J'ai dit, waouh, petite comme je suis, regarde le parcours. Pourquoi c'est toujours aussi difficile? Pourquoi même pour s'alimenter, tu es obligé d'aller fouiller dans la poubelle? Pourquoi même pour se vêtir, tu es obligé d'aller fouiller, même dans la poubelle, tu laves le vêtement pour pouvoir te vêtir? Et j'étais en plein âge puberte. 2 choix s'offraient à moi. Me livrer à la dépravation des mœurs. Et ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis livrée. Je recherchais tellement de l'amour. Parce qu'autour de moi, je ne voyais pas de l'amour. Autour de moi, j'avais pas de repère. J'avais personne sur qui m'appuyer. Tout le monde à la maison cherchait du mieux qu'il pouvait à sortir de l'eau. Donc c'est chacun qui était dans son coin, cherchant à batailler, cherchant à trouver des voies et moyens pour pouvoir lever la tête de l'eau. C'était pas facile. C'était pas facile cette période. Alors je me suis retrouvée en train d'acheter l'amour près de ces personnes qui étaient plus âgées que moi. Je me suis retrouvée en train d'acheter de l'amour, acheter de l'attention au prix des insultes, au prix des bastonnades, au prix du mépris, au prix du rejet, parce que quelqu'un devait te donner 1000 francs, tu devais subir un certain nombre d'humiliations, tu devais faire la lessive, faire la vaisselle. Et la cerise sur le gâteau, c'est lorsque j'arrive en terminale que je fais le bac C pendant 7 ans. Wow. J'ai fait le bac C pendant 7 ans. Et ce soir-là, ma maman m'appelle pour la première fois. Elle me dit, finalement, c'est ce que tu as décidé de devenir. Et je lui disais, maman, ça ne va pas. Je ne me retrouve pas. Je ne sais même plus qui je suis. Je n'arrive même plus à me définir. Et pendant ma 7e année, j'avais souvent entendu que Dieu parle. J'avais entendu que Dieu guérit. Je lisais dans la Bible qu'il faisait des miracles. Et ce jour, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, je veux changer de mode de vie. Je veux passer d'une personne qui n'est pas qualifiée à une personne qui sera qualifiable. Je veux arrêter d'être une prostituée pro-max parce que je faisais pas la prostitution de la rue. J'avais un carnet d'adresses. J'étais à la maison et c'est chacun qui venait. Ça se passait comme ça se passait. Alors, ce soir, bizarrement, j'écoute une voix me dire à des personnes à grande destinée, il y a des gros challenges. Tu n'es pas une erreur planétaire. Wow. Tu es inarrêtable. Wow. Ce bac, si tu veux, tu l'auras. Et j'ai dit, waouh. Et je suis allée prendre mon bain. C'est interdit de pleurer. Alors ce jour, je suis allée prendre mon bain. J'ai dit, waouh. Je me suis regardée. J'ai commencé à me voir différemment. Et ce que je voyais au travers du miroir, c'était une femme si belle. Je disais, waouh, c'est fou comme je suis belle. J'ai un beau teint. Je suis nappie, je suis slim. Je suis intelligente, je fais le bac. En fait, je réalisais. Je me découvrais, je réalisais. Je sais m'exprimer en anglais, je sais m'exprimer en français. Waouh, j'ai des beaux pieds, je suis velue. J'ai commencé à me contempler. Et j'ai dit, je ne peux pas finir comme ça. Je ne peux pas accepter que le sacrifice de mes parents, le sacrifice de Jésus à la croix, finisse comme ça. C'est où est né Unstoppable. Et là, c'est devenu comme un leitmotiv. Oui. Unstoppable, au-delà d'un slogan, c'est
je sais pas, c'est ma identité. vie, c'est ma vision, c'est mon identité. Et j'ai l'habitude de dire mon histoire, mon témoignage, ton témoignage. Wow. C'est comme ça qu'est né Unstoppable. Unstoppable a commencé à toucher des vies parce que ayant traversé toutes ces situations, il y a des cadets qui venaient vers moi, très petits, 22 ans, 23 ans, il y a des cadets qui venaient vers moi pour dire « Mais comment tu as fait ?» Je me rappelle encore lors de la première édition d'Unstoppable, qui a lieu en octobre dernier à l'hôtel Bano Palace. Il y a une panéliste qui me demandait « Mais tu es surnaturelle ?» Je lui disais « Non, c'est pas que je suis surnaturelle. C'est qu'il y a une force sur laquelle je me tiens pour pouvoir me propulser. Voilà pourquoi Unstoppable finit UD. Et c'est Jésus, cette plateforme sur laquelle je me tiens pour pouvoir me propulser, pour pouvoir affronter le challenge aussi grand qu'il soit. J'aimerais quand même qu'on revienne à cette période du lycée. Oui. Entre 11 ans et jusqu'à les premières années de baccalauréat et tout. Premières années, j'arrive en terminale, j'ai 16 ans. Je ressors de là à 23 ans. 23 ans, oui, 3 ans. Mais selon toi, quelles étaient les raisons pour lesquelles tu n'arrivais pas à réussir? Est-ce que c'était parce que tu étais super occupée par la recherche de l'amour et toutes les pratiques que tu as dû faire, ou alors c'est parce que tu avais des difficultés palpantes pendant que tu apprenais? Déjà, difficulté pendant que j'apprenais, je dirais non. Je dirais non, parce que s'il y a une chose que Dieu nous a donnée, c'est de l'intelligence. L'intelligence au niveau du domaine académique. On n'a pas trop de soucis à pouvoir réussir dans les études. On n'a pas besoin de trop apprendre pour pouvoir réussir. Alors pourquoi j'échouais? J'en voulais tellement à papa d'être parti si tôt. Et je me suis dit, ça sert même à quoi? Parce que je me rappelle, au cours moyen, mes cousines m'appelaient enfant bâtard. On ne connaît même pas ton papa, donc. Toi, là, quand les parents viennent chercher les autres, toi, tu vas rester là. Tu vas attendre. Après ta maman, souvent, même elle ne vient pas. Tu es obligé de marcher. Et on me qualifiait toujours comme cette personne-là, qui était seule. Alors, j'en voulais à mon papa. J'en voulais à mon papa. Et je ne faisais pas d'efforts. Je ne faisais pas d'efforts. Ça, c'est le côté naturel. Maintenant, le côté spirituel est que, à partir de la deuxième année, lorsque je commence à échouer, j'observe un phénomène. Le premier jour du bac, on fait le plus souvent philosophie. Vous choisissez soit la philo, soit le français. Le deuxième jour du bac, il y a nos épreuves, mathématiques, coefficient 6. Et pendant l'épreuve de mathématiques, je tombais malade. Tous les 4 de maths, je suis très malade. Au point où j'ai la crise, je perds connaissance. Pendant l'examen? Pendant l'examen. En plein centre? Dans un centre. Wow. Alors c'est comme ça qu'on m'amène, on m'amène à l'infirmerie de l'établissement. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais dès que l'épreuve de mathématiques passe, je suis très bien portante. Ok. Oui. Là, c'était le côté spirituel. Je suis très bien portante. Bon, déjà à la deuxième année, bon, je me disais, j'avais l'âge. J'étais à 18 ans. Donc, du coup, il y a le temps, il y a les femmes qui ont le bac à 22 ans. Donc, c'est pas. On prend son temps. Oui, c'est pas suicidaire. Je me dis, ça va aller. La troisième année, le même phénomène se produit. Mais à partir de la 6e année, je dis, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est uniquement pendant l'épreuve de mathématiques que j'ai ce souci? Pourquoi c'est uniquement pendant l'épreuve de mathématiques que j'ai ce souci? Alors là, je réalise qu'il y a un problème spirituel qu'il faut traiter de fond. Et il faudrait que j'accepte qui je suis en Christ. D'accord. En Christ. Il faudrait que j'accepte qui je suis en Christ. Alors, je me rappelle la 7e année, lorsque je prie à la veille, je reçois la stratégie selon laquelle il faudrait que j'arrive à l'établissement et que je prenne la terre de l'établissement. Je commence à faire des déclarations que je réussirai ce bac. Je vais réussir ce bac. Qu'importe ce qui arrivera, je réussirai ce bac. Je le ferai. Je ne serai pas malade. Je n'aurai pas de crise pendant l'épreuve de mathématiques. J'affronterai l'épreuve de mathématiques et j'aurai une très bonne note. Et j'étais hyper intelligente. Wow. Et là, quelques mois plus tard, lorsque j'apprends même que les résultats sont sortis, ça me fait du genre.
C'était une évidence. En fait, la véritable victoire, c'était déjà célébrée. Oui, Ouais. la véritable victoire, c'est déjà célébrée. Et je savais que bon, si ça arrivait autrement, c'était juste un challenge de plus, mais je savais d'où venait le problème. Et à partir du moment où tu découvres qui tu es, c'est-à-dire tu es belle, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une erreur planétaire comme tu le disais tout à l'heure, comment est-ce que tu assaignis ta vie en fait? Parce que j'imagine qu'il a fallu découdre avec des habitudes que tu avais prises, il a fallu que tu fasses la paix avec ton papa, que tu fasses la paix avec toi-même et que tu te définisses un nouveau chemin, surtout que l'entrée dans le cycle universitaire se présentait. Oui, la paix avec mon papa, non, c'était pas possible parce que papa, il est décédé. Il est décédé très tôt. Donc, il est décédé, maman me disait toujours, j'avais 1 an. Donc, j'ai pas connu papa. J'ai pas connu papa. Et maman, elle essayait tant bien que mal de gérer les deux. Alors, comment j'assainis ma vie? À l'époque, mon premier prénom, c'est Guylaine. Ce que je fais, c'est que je refuse qu'on m'appelle encore Guylaine. Je commence à me faire appeler Flore. Je me coupe complètement, totalement du monde. Je deviens introvertie. Oui, je deviens introvertie. J'arrête toute relation bizarre, que ce soit avec les filles, que ce soit avec les garçons. Donc, je me coupe complètement. Et ça, je l'ai fait pendant près de 4 ans. Wow. Pendant près de 4 ans. Avant de refaire surface. J'imagine qu'il y en a qui te regardent et qui te disent « Ah, mais où est-ce qu'elle était passée ?» Non, la vérité c'est que je suis un miracle. La vérité, c'est que je suis un miracle. On peut parler aujourd'hui, on rit, mais... ah. Quand je regarde derrière, je dis « Waouh, c'est possible de faire comme ça. C'est possible de changer la vie d'une personne comme ça. » Aujourd'hui, je suis à ma 7e année après le bac. Je suis en train d'être docteur. Dans quelques mois, j'ai dit « Waouh, je suis mariée. Je suis restée même dans le mariage. » Malgré tout. Malgré tout. J'ai les enfants. J'ai un époux tellement aimant, tellement attentionné. Je suis un miracle. Et j'ai dit, si je suis un miracle, alors il y a quelqu'un d'ailleurs qui est un miracle. Tout à fait. Oui, il y a quelqu'un d'ailleurs qui est un miracle. Et j'ai l'habitude de dire, tu n'as pas besoin d'écraser l'autre pour pouvoir réussir. Il y a assez d'espace pour tout le monde. Tout le monde a la capacité de transformer ces citrons qu'il reçoit en limonade pour en faire quelque chose de bien. Tout le monde a la capacité de se relever de ses blessures, la résilience. Parlant de blessures, justement, j'imagine que toute cette enfance, et même après la découverte de toi, il y a quand même des blessures résiduelles. Il y a des blessures qui ressurgissent, il y a j'ai envie de dire, il y a ces moments où on a l'impression que on va replonger, que ce soit pendant les rencontres avec des personnes, que ce soit pendant l'évolution même du mariage, dans le couple. Il y a peut-être comment est-ce que tu gères ça? J'imagine que pour s'être nourri à la poubelle, pour moi qui ai un peu connu la famine à un certain niveau, il y a des moments où on ne mange pas. Il y a des moments où on a tendance le cerveau a tendance à reproduire les mêmes phénomènes. Comment tu gères ça? Comment tu fais pour ne pas transmettre cela à tes enfants et pour ne pas rendre ton mari aussi, j'ai envie de dire, vulnérable par rapport à cela? Je vais prendre le cas le plus récent. Je vais parler plus du mariage. J'avais un challenge à cette période, c'est de ne pas être une honte pour mon époux. Alors je me suis dit, je n'ai peut-être pas grandi dans une famille, mais si un jour j'ai la grâce de rencontrer un homme qui m'honore, un homme pas qui m'accepte comme je suis, un homme qui fait sortir le meilleur de moi, alors par la grâce de Dieu, je ferai également l'effort de ne pas être un sujet de honte. Et c'était ça mon challenge. Alors quand je rencontre mon époux, il ne me fait pas du genre, je vais t'aimer, je vais te draguer, je vais t'amener à Paris. Non. Il me dit, ok, je veux me marier et je voudrais que tu sois mon épouse. Je lui dis, d'accord. On a fait les fiançailles peut-être 2 mois. Le 3e mois, j'étais fiancée. Quelques mois plus tard, on a fait OK Porte, on a tout fait. Je me suis mariée à moins de 6 mois. Ça allait tellement vite. La grâce. Ça allait tellement vite. Et dans le foyer, chaque fois qu'il y avait, comme on dit, incompréhension sur un sujet, je retournais toujours dans la chambre et je regardais au miroir pour dire, Flore, tu ne vas pas sombrer, tu n'es pas une mauvaise épouse. Tu ne vas pas sombrer. Tu as reçu tellement d'enseignements de la vie, de la lecture,
que tu ne peux pas permettre de venir être un échec dans ton foyer. Et c'est toute cette phrase que j'ai renvoyée à mon époux en lui disant, je ne serai pas un échec. Et je crois que parce que tu as fait de moi ton épouse, la seule chose que j'ai à t'offrir, c'est que ta maison soit un havre de paix. Et c'est ça mon défi tous les matins quand je me lève, c'est revaloriser, reconsidérer le mariage selon les standards de Christ. Et c'est ça que j'essaie d'inculquer aux enfants pour dire, vous pouvez être dans un foyer. Ça peut ne pas marcher, mais rassure-toi que ce ne soit pas toi la pierre d'achoppement. Il faut pouvoir être, il faut à des moments se dire des vérités, affronter la réalité en face. Et le mariage a été le plus gros challenge de ma vie. Ayant fréquenté beaucoup de relations avec des blessures émotionnelles, je me disais toujours où ça va se passer, comment. Est-ce qu'il va m'aimer à ma juste valeur? Est-ce qu'il ne sera pas obligé de sexer avec moi pour pouvoir m'aimer? Est-ce que je ne serai pas obligé de faire ci pour avoir une once de respect, une once d'attention? Mais c'était tout le contraire. J'avais pas besoin de faire d'efforts, j'avais pas besoin de paraître. Parce que dans plusieurs relations, c'était du genre, tu parais, même si tu ne connais pas travailler. Tu vas simplement, quand même. tu vas simplement faire l'effort de faire comme si tu es une travailleuse. Or, avec lui, c'est, je suis moi. Je suis Flore. Je suis moi. J'apprends de mes erreurs et ensemble, on essaye de bâtir. Ensemble, on essaye de bâtir par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a quand même un aspect qui n'est pas souvent trop évident, c'est le regard de l'autre ou le regard d'autrui. Dans ce cas, on a les camarades de classe, on a la belle famille, vu qu'on on entre dans un mariage, et puis on a sa nouvelle société. Comment est-ce que tu fais pour affronter tout ça? J'imagine qu'il y a eu des agressions verbales. J'imagine qu'il y a eu des agressions physiques même. Oui, Linda. Et j'imagine qu'il y a des fois où tu t'es sentie touchée dans ton identité même. Et je pense que lorsqu'on a touché quelqu'un à ce niveau, c'est pas de la mer à boire. Comment tu fais? Unstoppable. Unstoppable, comment je fais? Alors, pendant ma période de 4 ans où je disparais complètement, c'est pour traiter justement de toutes ces questions. J'ai appris pendant cette période de recul que je ne vais pas me définir par rapport à l'autre. Alors, ce que l'autre pourra penser, je refuse que ça m'influence négativement. Ça veut dire aujourd'hui, tu peux me traiter fiche le camp prostituée, mais je ne vois pas que tu es en train de me dire prostituée. Je suis en train de voir que tu es en train de me dire tu as peut-être un langage ordurier, tu as peut-être une attitude légère, il faudrait que tu l'améliores. C'est comme ça que j'affronte le regard d'autrui. Le regard d'autrui n'a plus trop d'influence sur moi parce que j'ai pris la peine de bâtir mon mindset. Et cela est passé par la prière, par l'acceptation. J'ai compris que je ne suis pas parfaite. Je peux faire des erreurs. Mais que j'aspire vers la perfection. Qu'il y a du bien en moi. Il n'y a pas seulement le mauvais. Il y a du bien en moi. Alors s'il y a du bien en moi, les autres choses là, on va travailler avec la grâce de Dieu. Ça va aller. Donc du coup, après ces 4 ans, j'avais plus peur d'affronter autrui. J'avais plus peur d'affronter autrui. Alors tu pouvais me dire quelque chose me déplacer. Je souris. Et pire encore, pendant cette période, j'ai bâti ce qu'on appelle une relation intime avec Dieu. J'ai refusé de connaître uniquement le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi mon livre il est intitulé « De la religion à la relation ». J'ai arrêté d'être dans l'activisme à l'église, quitter la phase de l'activisme pour entrer dans la dimension de l'action, pour entrer dans la dimension de l'intimité. La communion. Oui. Du coup, qu'importe ce que tu me dis, mais ma Bible me faisait comprendre que je suis une créature merveilleuse, que Dieu compte sur moi, que le Christ a de l'intérêt pour moi. Alors, j'ai commencé à me voir autrement. J'étais tellement élevée au point où les gens commençaient à me traiter d'orgueilleuse. Le bon orgueil. Oui, les gens commençaient à dire non, elle est orgueilleuse. Non, au contraire. Au contraire. Et c'est où est née ma détermination, la résilience, le courage, la force, le sourire, l'assurance. Je suis tellement sereine. Et c'est juste admirable, mais vraiment, c'est juste admirable. Je suis tellement sereine. Et te voir aujourd'hui rentrer dans ta mission de vie, parce qu'on va dire qu'à la suite de ça, tu es vraiment plus active dans
ce que je vais appeler ton appel aujourd'hui. Justement, est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de ce que tu fais? Là, c'était ton travail à toi, introverti. Oui. Mais maintenant que tu sors à la rencontre du monde, qu'est-ce que tu as à offrir aujourd'hui? Alors, ce que j'ai à offrir aujourd'hui, il y a un slogan que j'aime utiliser, Women support women. En fait, c'est que les femmes doivent se soutenir. Pourquoi la gente féminine? Pourquoi? Parce que déjà, je suis de l'Ouest. Et nous savons tous comment on a toujours été tellement stigmatisés. Déjà, quand je dis je vais faire une série scientifique, c'est déjà tu veux faire le bras de fer avec ton grand frère. Donc, ta place, c'est trop à la cuisine. Mais non, c'est inciter ces femmes-là, qu'importe la situation dans laquelle elles peuvent se trouver, leur faire comprendre que c'est possible. C'est possible. Il y a une force en elles. Il faudrait simplement qu'elles se laissent découvrir, qu'elles acceptent qui elles sont, qu'elles acceptent que non, voici ma faiblesse. Et voici ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir surmonter cette faiblesse, afin de se révéler davantage au monde. Et il y a ce verset qui monte dans mon cœur pendant que je parle, c'est que le monde attend avec un ardent désir. C'est ardent désir en fait qui m'intéresse à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ont soif. Ils soupirent après la révélation des fils. D'un fils là, moi je me vois à l'intérieur, je vois Linda. Avec le concept, j'ai vaincu. Donc je me vois à l'intérieur pour pouvoir pouvoir me révéler au monde, parce que je crois que en chaque personne, il y a quelque chose qu'on a à offrir. C'est ça mon appel de vie. Aider ces jeunes femmes à lever la tête de l'eau. Inciter ces jeunes femmes à briser les barrières, briser les limites. Voilà un peu. Et aujourd'hui, justement, avec ton association Unstoppable, qui fait déjà son bout de chemin, qu'est-ce que vous offrez comme action directe, immédiate? Je veux dire, on a des femmes qui regardent, on a des hommes qui ont des femmes. Si on trouve des personnes qui ont besoin de ton accompagnement, ou alors d'être suivies, ou pourquoi pas de faire partie des soldats, de faire partie de ces fils, comment est-ce qu'ils font? Alors, comment je les accompagne? Déjà, il y a une phase de coaching. Il y a une phase de coaching. Une phase de coaching qui se fait par mois. Parce que avec ces différentes expériences, sans toutefois avoir la prétention du monopole du savoir, je crois que je suis passée par beaucoup de choses et je peux aider plus d'une. Je peux aider plus d'une. Il y a également cette phase de réseautage où je suis limitée. J'appelle à des personnes plus expérimentées. Dans un domaine bien précis. J'appelle à des personnes plus expérimentées dans un domaine bien précis. Et également, nous bataillons également pour stabiliser la femme au niveau du social et au niveau de la recherche des gains. Voilà pourquoi je suis doctorante. Voilà pourquoi je suis doctorante en ressources humaines et entrepreneuriat. Entrepreneuriat, pourquoi? Parce qu'à un moment, il faudrait que la femme puisse s'auto-gérer. Tout à fait. Accéder à l'autonomie. Accéder à l'autonomie, qu'elle puisse s'auto-gérer. Et pour cela, nous offrons des formations. Nous finançons également certains projets. On ne peut pas dire qu'on va financer tous les projets. Tout à fait. Oui, mais on donne un coup de pouce. On donne un coup de pouce. Et est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement sur les plans managériels? Parce que financer un projet, oui, mais après, si on a des difficultés à le déployer, à le faire fructuer, est-ce que vous offrez également dans ton association? Il y a un suivi. Il y a un suivi qui se fait. Le suivi part jusqu'à 12 mois, jusqu'à ce que ton entreprise soit implémentée. D'accord. Donc, s'il y a des femmes qui aspirent à l'autonomie et qui sont à la recherche d'un certain accompagnement, mais vraiment, on va parler à des personnes sérieuses. N'allez pas dire que vous voulez faire ci et vous ne savez même pas, en fait, quel est le business model, comment est-ce que vous allez faire pour gagner de l'argent avec ce que vous proposez. Donc, si vous êtes en quête de ce genre d'accompagnement, Flore se met à votre disposition. Oui, bien évidemment. À cet effet, il y a une conférence Unstoppable qui est programmée pour novembre. D'accord. Programmée pour la fin d'année en novembre. Les dates et les détails seront prochainement. Seront prochainement parce que je suis encore en train de travailler sur les panélistes. D'accord. Je suis encore en train de travailler sur les panélistes parce qu'il faudrait que la personne comprenne déjà ta vision, l'épouse, afin de marcher ensemble. D'accord. Et s'il y a des plateformes sur lesquelles on peut te suivre, des plateformes publiques? Oui, Facebook, Instagram, Twitter. Et les noms des pages? Unstoppable with G. D'accord. Dans tous les cas, je crois que je mettrai le lien, comme d'habitude, sous les publications pour que les personnes puissent se référer
Facilement. Mais avant de sortir, moi, je vais revenir sur un truc. Dans tout ce beau parcours, tumultueux, mais beau, parce qu'après, je crois que Lucie est belle, est-ce que, s'il fallait parler d'un poids, d'un fardeau, d'une douleur, s'il fallait relever ce truc, en fait, qui t'a creusé, cette douleur qui a été la plus vive, qui finalement a fait naître le déclic en toi, ce serait quoi? La naissance de ma première fille. La naissance de ma première fille. Alors, ma première fille, je l'ai eue brusquement. Alors, je me rappelle quand le médecin m'annonce que, bon, madame, vous êtes enceinte, patati patata. Je lui dis, je ne vais pas garder le bébé. Je ne me sentais pas prête. Je ne me voyais pas maman. Pourquoi? Je ne méritais pas être mère. Comment une personne qui était, si je peux dire, un déchet, j'allais donner quelle éducation? Et je disais, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne mérite pas, je ne peux pas être comme ça et vouloir donner la vie. Je vais transmettre quoi? Je n'avais pas encore conscience de toutes ces valeurs que j'ai aujourd'hui. Alors la grossesse avance, ça avance. Quand j'accouche, j'ai eu du mal à aimer mon propre bébé. Oui. J'ai eu du mal à l'accepter. C'est lorsque une fois elle tombe malade et je Dr Diarra, il est sur la route de Lourmaba. Je suis montée après Saint-Thomas. Dr Diarra m'annonce que bon, ta fille elle est décédée. Elle souffrait d'une infection pulmonaire. Elle est décédée. Et c'est comme si je réalise que, mais il parle de quoi? Après, je lui dis, ma fille. Et je dis, mais je suis maman. Un peu comme si je délirais. Je dis, morte, comment? Il me dit, bon, elle n'a pas pu résister. Alors, ce jour, j'ai dit, non, ma fille ne peut pas mourir. Alors, je retourne dans la chambre, je secoue l'enfant, et je me mets à crier à chaudes larmes. Et je commence à dire, c'est vrai, je t'ai tué déjà avant ta naissance, mais je refuse que tu partes ainsi. Parce que je crois que si le Seigneur a permis que tu puisses rester dans mon ventre, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je te donne, que je te transmette. Je secoue l'enfant, et miraculeusement, elle se met à tousser. Elle se met à tousser. Et ce jour, je suis tombée, j'ai dit waouh. Et j'ai commencé à dire mon bébé, le bébé que Dieu m'a donné, mon enfant. Je suis vraiment maman, donc je peux accoucher. J'ai dit waouh. Alors pour elle. Quel âge? Elle a quel âge actuellement? En ce moment. J'avais quel âge? Le bébé avait quel âge pendant? 2 mois. Je parle de 2 mois. Elle avait 2 mois. Elle avait 2 mois. Wow. Et c'était pour la première fois que je serre fortement ma fille dans les bras et que je commence à ressentir ce que les femmes disent souvent, que lorsqu'on pose le bébé sur le cœur, tu oublies les contractions, tu oublies les douleurs. Et j'ai commencé à demander pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Elle s'appelle Blessing Love. J'ai dit, Blessing, pardonne-moi. Mais je te promets, je ne serai pas parfaite. Mais pour toi, je ferai l'effort d'être parfaite. En fait, voilà. Là, c'est le déclic. Oui, le début, moi, j'ai envie de dire, c'est à ce moment que tu réalises que tu as quelque chose à offrir. Oui, et que je réalise que j'ai tellement à donner. J'ai tellement à donner. Et j'ai dit, pour eux, pour mes enfants, je ne serai pas un déshonneur. Pour eux, je ne serai pas une moindre personne. Je serai la meilleure maman du monde. Wow. J'ai juste envie de dire, de partager avec quelqu'un qui regarde. Je crois que c'est une période, on n'en parle pas souvent beaucoup, mais la période de grossesse est une période assez délicate pour beaucoup de mamans. Il y a des femmes qui arrivent à se tuer elles-mêmes pendant qu'elles sont enceintes pour revivre finalement après l'accouchement. Il y a des enfants qui se sentent tellement
pas désirés pendant la grossesse, que quand ils naissent, ils finissent par grandir avec ces blessures-là. Ça semble incroyable ou vraiment invraisemblable, mais juste une invitation à l'endroit d'une femme qui est peut-être enceinte, une femme qui est dans le cours de la fin de la grossesse, une maman qui vient d'accoucher, qui n'arrive pas à se connecter à son bébé. J'aimerais parler à une maman qui pense à laisser tomber son enfant ou à confier son enfant à quelqu'un d'autre, à une maman qui pense que finalement c'était une erreur de concevoir. Dieu ne choisit pas au hasard les personnes qu'il fait parents de ses enfants. Ce sont des enfants qu'il nous confie pour une raison bien précise. On peut se sentir faible, on peut se sentir un déchet, on peut se sentir tellement vide, moins que rien, au point de ne pas accepter le fait d'être maman. Mais en réalité, je crois que la vie commence lorsqu'on donne la vie pour beaucoup de femmes. Et peut-être c'est votre cas, ne passez pas à l'occasion, ne passez pas à côté de ça en fait. Ne passez pas à côté de l'opportunité de vous découvrir et de commencer à vivre. Peut-être que c'est ce moment précis que Dieu a choisi pour vous redéfinir et montrer aux yeux du monde que vous valez quelque chose. Oui, vous venez de porter la vie et vous venez de la donner. Ne laissez pas quelqu'un d'autre l'entretenir tant que Dieu vous donne la force, le souffle. Vraiment, j'ai envie de dire merci. J'écoute, je crois que je vais me repasser cette émission des fois et des fois parce qu'il y a tellement de choses à recevoir, il y a tellement de leçons. Oui. Il y a tellement, dans ton histoire. Il y a tellement de leçons de vie, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est en donnant la vie qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a tellement de leçons à tirer. Et vous l'avez si bien résumé. Vous l'avez si bien résumé parce que je me rappelle pendant cette période également, il y a une maman qui voulait acheter mon bébé. La période où j'étais enceinte, je faisais mes visites prénatales à l'hôpital de Bido. Il y a une maman qui est venue, elle me dit, ma fille, tu vois, moi je peux pas concevoir, mais tu es trop petite pour garder un bébé. Je voudrais que tu accouches et on fait ce qu'il y a à faire. Toi, tu vas peut-être continuer avec tes études, tu vas peut-être faire ci, tu vas peut-être faire ça. J'ai trouvé sa proposition très alléchante à l'époque, mais tu faisais quel âge déjà? Oui, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. J'ai trouvé sa proposition très alléchante et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le courage d'arriver jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le courage d'arriver jusqu'au bout. Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Oui, mais Dieu sait. Et lorsque, comme je disais, lorsqu'elle a eu 2 mois et qu'on m'a annoncé que le bébé est décédé, je me suis rendu compte que si je ne faisais pas attention, j'étais en train de bâtir ou en train de lever une bombe à retardement. Bombe à retardement. Je ne pouvais pas quantifier le nombre de blessures que cet enfant devrait subir. Parce que l'enfant, elle ressent des choses. Elle ressent des choses. Aujourd'hui, étant dans l'enseignement, elle ressent des choses. Donc, elle sait, elle peut mesurer ton degré d'amour, ton degré d'implication dans sa vie. Tout à fait. J'avais peur. J'avais peur des dégâts que j'allais commettre si un seul instant, on ne rectifiait pas le tir. Wow. J'espère que ça parle à quelqu'un aujourd'hui, en tout cas. Wow. Ça fait beaucoup. Je pense que tu reviendras sur ce plateau. Et là, c'est sûr, cette fois-là, on parlera peut-être plus en profondeur de certaines questions. Et aussi par rapport aux réactions des uns et des autres qui vont regarder cette émission. Si vous avez des sujets qui vous pèsent, si vous avez des points que vous aimeriez qu'on aborde, parce que je pense que beaucoup s'édifient à travers ce qu'on partage ici et prennent de la force. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à suivre également Flore aujourd'hui avec toutes ces différentes activités. N'hésitez pas à participer à la conférence qui aura lieu en fin de cette année. Mais avant qu'on y arrive, on va te dire merci. Vraiment un grand merci de t'être ouverte ainsi. Merci. Merci également à vous. C'est un privilège de transmettre. C'est un privilège de donner pour les cadets, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. En tout cas, merci. Ce n'est pas un exercice facile.
Et quand on sait qu'on a le regard de sa famille, on est en Afrique avec les préjugés et les non, ne s'expose pas comme ça. Mais si on ne le fait pas comme ça, il y en a qui ne sauront vraiment jamais la vérité. J'aime souvent le dire, sinon maman nous avait dit la vérité sur la vie qui nous attendait. Je crois qu'on aurait fait beaucoup de choix différemment. Ça c'est clair. Donc merci Flore, merci d'être passée par ici. Merci à toutes les personnes qui partagent cette émission. Merci à nos futurs invités. On vous attend, le siège est là. N'hésitez pas, merci vraiment d'avoir suivi cette autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire, parce que oui, ça tire à sa fin. On reviendra certainement très prochainement avec un autre profil et une autre histoire tout aussi inspirante. Mais avant, on va te souhaiter vraiment beaucoup de grâce, beaucoup d'impact dans toute ta vie, qu'elle soit spirituelle ou physique. Beaucoup d'impact dans la vie de ces jeunes enfants qui ont la grâce d'être tes élèves. Amen. Et surtout, beaucoup de grâce aussi dans l'éducation des enfants aujourd'hui dont tu es la maman. Et je sais, vraiment, je sais que le mouvement Unstoppable ira bien au-delà de ce qu'on peut écouter et entendre aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai commencé à le suivre. I am unstoppable. We are unstoppable. Merci à la grande équipe technique qui porte cette réalisation, c'est Glow Studios. On se retrouve très prochainement ici même. Bye.